Monsieur Modeste Boukadia, visionnaire que vous êtes, homme de l'histoire, homme du savoir, avez-vous la possibilité de nous parler de l'obimétrie? Parce que c'est ce système, je crois, oligarchie bureaucratique, militaire et tribale, qui est en train encore de sévir en ce net moment. Monsieur le Président. Écoutez, j'ai déjà dit tout à l'heure que lorsqu'on conduit une voiture, on a les yeux rivés devant la grande lunette pour aller de l'avant et avoir un rétroviseur. Le rétroviseur a pour but de suivre la ligne droite. Si on laisse trop les yeux sur le rétroviseur, on risque de prendre la rampe de sécurité d'une route. Il est clair que le président Youlou, avec le vice-président Jacques Opango, ont essayé de vivre ensemble. Mais on les accusait qu'ils étaient en train de s'enrichir. Comme l'a dit M. Onyami, le haut commandement était constitué de gens du Nord, du Sud. Et ce sont les gens du Sud qui sont allés demander au président Youlou de démissionner. Donc, là aussi, on n'a pas pu expérimenter l'union nationale. Le président Massamba Deba est arrivé. On ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'il y a eu une confusion dans la gestion. On ne sait pas qui était au pouvoir. Là encore, l'union nationale qui pouvait être là parce qu'il y avait les gens les ressortissants du Nord et les ressortissants du Sud qui géraient le pays. En 1968, il y a eu le premier coup d'État militaire. S'en est venu donc le président Marien Ngouabi, où alors on a commencé à voir une seule partie, la contrée nord, être aux affaires. A commencé ce qu'on appelle l'épuration des cadres du Sud. Tous ceux qui étaient dans les administrations, dès lors qu'ils étaient du Sud, ils étaient virés de toute administration, tant civile que militaire. La période du président Jacques Joachim Yombi Opango a été la période très difficile parce que là, on a passé au petit matin des innocents. Entendez par là, dès que vous étiez du Sud, on venait vous prendre le matin à 5 heures, on vous passait sous les armes. Et là encore, il n'y a eu que la partie nord qui était aux affaires. Enfin est venu M. Sassou Nguesso après avoir fait un coup d'État dans un coup d'État. Après avoir commandité ou exécuté le président Marien Ngouabi, parce que le président Marien Ngouabi s'était rendu compte qu'on était dans une impasse politique et économique, avait voulu se rapprocher de l'ancien président qu'il avait déposé, c'est-à-dire le président Massamba Deba, sachant que le pouvoir risquait de revenir au Sud. Ils ont pris la solution radicale d'assassiner le président Marien Ngouabi, mais en imputant cet assassinat aux ressortissants du Sud, où il y a eu plusieurs victimes innocentes pour rien. Et enfin, il y a eu la conférence nationale. Au moment de la conférence nationale, où il était censé que nous devions retrouver enfin l'unité du pays. C'est à ce titre-là, d'ailleurs, que M. Sassou Nguesso
avait mis fin à la République populaire du Congo en enlevant tous les symboles de la République populaire du Congo, c'est-à-dire le drapeau rouge, qu'il affectionne aujourd'hui. Et là, il nous est resté cette phrase-là. Faut-il aller à la démocratie en enjambant plusieurs cadavres? Il avait dit lui-même non. Aujourd'hui, les cadavres, nous ne les comptons plus. Fait par lui. Enfin, à l'issue de la conférence nationale, est venu le président élu démocratiquement, pour une fois, au Congo, M. Pascal Lissouba. Là encore, ce fut un intellectuel. On avait pensé qu'enfin, nous aurons quelqu'un qui va nous sortir de cette appartenance. Hélas, le président Pascal Lissouba n'a pas fait mieux que de gangréner le pays dans l'appartenance. Ce qui a poussé, semble-t-il, par violation de la Constitution, à un coup d'État de M. Sassou du 5 juin 1997, dont on connaît le résultat catastrophique à tout point de vue. Par là, j'ai voulu dire que on n'a jamais essayé l'union nationale. Jamais. Mais tout le monde ne jure que sur l'unité nationale. Tous. Ces derniers temps, le 20 au 21 octobre dernier, tous ceux qui, semble-t-il, sont de l'opposition ont juré sur le nom de l'unité nationale. Pouvez-vous me dire, mesdames et messieurs, quand vous avez été dans un gouvernement et quand on vous vire, vous ne démissionnez même pas, je dis bien virer. Vous devenez opposant. Pouvez-vous me dire, mesdames et messieurs, que le neveu d'un président de la République puisse devenir un opposant à son oncle qui lui a donné à manger? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi une entité qui s'appelle Frocade tient une réunion, soi-disant de la concorde de l'opposition, le même jour où ils sont là, quand ils se séparent, la même opposition se scinde en deux. D'un côté, il y a les anciens ex-ministres de M. Sassou, qui s'appellent le Frocade, et de l'autre côté, l'IDC, les ex-nouveaux, les ex-anciens ministres de Sassou. Alors, ils se font une coalition, Frocade et IDC, pour l'unité nationale. Pouvez-vous m'expliquer, messieurs et mesdames, pour ceux qui aiment la chasse, pouvez-vous avertir le gibier que tel jour je viendrai te chasser? Hein? Pour l'histoire, il y avait cette ère-là qu'il fallait avoir un changement de la Constitution, dont j'avais été le premier à dénoncer cette tentative-là le 3 février 2013. Par la suite, il y a eu de débats du PCT et de l'opposition. J'ai dit que c'était une erreur que l'opposition danse au rythme du parti au pouvoir. Parce que si vous dansez au rythme du parti au pouvoir, ils vous auront toujours. Et de toutes les façons, le débat sur le changement de la Constitution ne devait pas avoir lieu parce que le principal intéressé ne s'était jamais exprimé là-dessus. Par la force de mes déclarations, il a fini par donner son avis. C'est le fait que M. Sassou ait dit à la communauté internationale qu'il voulait changer la
constitution que le peuple s'est soulevé. Et à ce moment-là, si l'opposition réellement était une opposition, ce fameux 27 septembre, quand il y a eu une marée humaine, M. Sassou n'aurait jamais pu être président. Or, ils ont dit, non, ce n'est pas grave, aujourd'hui, le 27, nous allons nous retrouver le 20 octobre pour marcher jusqu'au palais. Voilà les chasseurs qui disent au gibier, le 21, nous allons venir te chasser, nous allons te tuer. Alors vous comprenez que le gibier ne sera pas d'accord pour les attendre, sans rien faire. Voilà, M. Sambara Nkumbi, la réalité du pays. Jusqu'à présent, tout le monde parle au nom de l'unité nationale. Tout le monde parle au nom de la République une et indivisible, alors que ni l'unité nationale, ni la République une et indivisible n'existent pas, puisque le 21 octobre, vous l'avez vu, il n'y a que les quartiers, la partie sud du pays qui s'est levée pour dire non. Alors que la partie nord, pendant qu'on tuait les gens dans les quartiers sud de Brazzaville et dans les quartiers sud, dans la partie sud du Congo, la partie nord était en train de danser. Donc vous comprenez pourquoi je redis ceci. Je ne suis pas là pour faire le procès de M. Sassou. Il a déjà eu lieu. Mon objectif, c'est d'appeler les Congolais qui aiment véritablement ce pays, qui disent que oui, je suis Congolais. Je suis en mesure d'être dans l'appartenance du Congo. De dire oui, nous allons partir de l'avant, de construire ce pays, de faire l'unité, l'union nationale entre le Nord et le Sud. Mais je reprécise bien, même si le président Jacques Opango, pour répondre à M. Sambara Nkumbi, puisqu'il incite M. Onyami à répondre à cette question, M. Jacques Opango a eu le courage, quand il est rentré à Brazzaville, il a dit aux autorités, le président Youlou n'était pas le seul à gouverner le Congo. Moi, j'étais avec lui, j'étais son vice-président. Mettez-moi aussi en prison. Aujourd'hui, il n'y a aucun responsable du Nord qui est capable de dire oui. Alors j'appelle, s'il y a des responsables politiques au Nord, ensemble, construisons l'union nationale. Ne tournons la page du passé déjà écrite. Elle ne peut plus être modifiée. Il nous faut écrire aujourd'hui la nouvelle page du Congo avec l'encre indélébile qui ne s'effacera jamais pour les générations futures. Qu'ils disent enfin, ils nous laissent un pays